Alors aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que quand je parle de data et d'art, généralement, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Est-ce que c'est plutôt du côté du code, du côté de la technique, ou vraiment le gars perché, c'est un artiste? Bon. Et du coup, ce que j'aimerais essayer d'investiguer avec vous, c'est de faire un petit voyage, comme je disais dans le petit abstract, entre nos deux hémisphères du cerveau, l'hémisphère gauche qui est vraiment dédié à la logique et tout ce qui est la raison, et l'hémisphère droit qui est plutôt dédié à la créativité, le fait d'apprécier des choses émotionnelles. Alors, j'essaie de me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Kirel, c'est un nom breton, du coup, le lieu est tout choisi. Donc moi, mon background, en fait, il vient de développement. J'ai fait un master en système de communication. Et après, je me suis un petit peu tourné vers le data science et donc l'analyse des données. Et maintenant, mon titre, c'est Creative Data Scientist. Donc c'est en gros un métier qui n'existe pas, hein, parce que tout le monde, data scientist, on connaît. Après, il fallait mettre un truc créatif devant. Et je travaille dans une agence qui s'appelle Equino, qui est un groupe, en fait. On est à peu près 600 dans le monde. Et au sein de cette agence, on est dans vraiment une toute petite section qui s'appelle l'atelier, on est 4. Et dans cet atelier, on fait vraiment tout ce qui est attrait au transfert technologique et aux expériences créatives autour de la data. Et du coup, c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Et la première chose, alors je ne sais pas si vous avez eu cette expérience, c'est que quand on veut parler d'un sujet technique, donc que ce soit en sciences ou dans du développement, en fait, c'est assez compliqué de vulgariser. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience. Ça, c'est un petit comics que j'ai pu trouver sur quand le trou noir, en fait, la première image du trou noir a été révélée. Et je ne sais pas si vous avez vu les affiches qu'il y avait. Chaque journal essayait d'expliquer à sa manière ce qu'il a compris. C'était pas très probant. Et j'ai eu la même expérience récemment. Je regardais sur YouTube une vidéo de la conférence CPPCon, donc sur du C++. Et là, il y avait quelqu'un qui parlait, Ben Smith, qui parlait de comment en fait faire tourner du Clang, donc le compilateur C++, dans son Chrome. Alors, je sais pas, imaginez, donc c'est pas un client-serveur, c'est le compilateur qui tourne dans Chrome directement. Donc le gars a recompilé un compilateur pour le faire tourner dans son Chrome. C'est du délire quand on y pense techniquement à faire. Donc il y a beaucoup de sujets techniques. La conf dure 1 h 30. Et je me suis dit, tiens, si je devais expliquer ça à ma mère, ça serait un peu compliqué. Et en fait, on a souvent ce cas-là. Je ne sais pas si vous, dans votre job, quand vous êtes en contact avec d'autres business units de votre entreprise, c'est difficile des fois d'arriver à vulgariser, d'expliquer pourquoi ce problème, ça va prendre 3 jours ou 6 mois, alors qu'a priori, pour l'utilisateur final, il ne voit pas la différence. Et du coup, vulgariser, c'est difficile. Et pour revenir à une expérience personnelle, quand j'étais en thèse, on me demandait souvent tiens, tu travailles sur quoi? C'est une espèce de question bateau. Et du coup, moi, comment dire, très, très content qu'on me pose la question, je commençais, voilà, alors je vais t'expliquer, t'inquiète pas, ça va être super simple, hop, j'arrive avec mon tableau, je commence à gribouiller des trucs, c'est un vrai tableau, hein, je ne l'ai pas fait pour la conf, c'était vraiment un tableau. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens me demandaient ça parce qu'ils étaient polis. En fait, qu'ils s'en foutaient. Et que du coup, donc du coup après, patiemment, ils attendaient comme ça que je finisse mon laïus. Et je me suis dit, c'est pas bon. C'est pas une manière efficace de transmettre quelque chose. Et du coup, je me suis tourné vers la data visualisation. Donc, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont familiers avec ce sujet? Data visualisation? Ouais, pas mal quand même. Alors, pourquoi on visualise les choses? Donc, en 3 grands points, on peut dire que la data vis, ça sert à communiquer de l'information. Bon, ça, c'est un peu le truc de base. Explorer aussi des choses qu'on n'aurait pas vues par ailleurs. Et enfin, ça nous aide à développer notre cognition, le fait qu'on arrive à réfléchir et qu'on puisse vraiment tirer quelque chose des données. Donc ça, c'est un exemple d'un dashboard que j'avais fait, qui n'est pas super intéressant, mais c'était pour vous montrer le concept de la data vis. Maintenant, ici, on va parler de data art. Donc data art, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la différence entre le data vis et le data art? Le data art, l'idée, c'est en fait, d'attirer d'abord les gens par l'émotion, donc en fait, qui s'intéressent au sujet, a priori, qui ne les intéressait pas, typiquement mon tableau avec tous mes gribouillages, et en fait, ensuite, de pousser à développer, vraiment de parler du sujet de fond, en fait, qui est derrière ce data art. Donc l'idée, c'est que c'est vraiment basé sur de la vraie donnée, et on peut transformer de la donnée soit en image, en vidéo, en son, en animation. Je vais essayer de vous montrer ça dans la conférence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un fond scientifique. Alors pour ceux qui n'aiment pas trop l'art, notamment l'art contemporain, ce que je trouve intéressant
alors je prêche un peu pour ma paroisse, hein, mais avec le data art, c'est que il y a la vision de l'artiste subjective, mais il y a quand même un côté objectif qui vient des données. Donc on ne peut pas raconter non plus n'importe quoi sur l'histoire, parce que les datasets, il a des choses dedans qui déterminent le sujet de l'œuvre, entre guillemets. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on peut utiliser une approche plus artistique pour transmettre de l'information? Et c'est pas que... alors je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept de data art, parce que je n'ai pas fait un petit sondage. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissaient un peu de data art avant? Ok, personne. Donc c'est bien, une personne. Donc cool. Du coup, il n'y a pas que moi en fait qui m'intéresse à ça. C'est quand même, il y a quand même des articles scientifiques, et surtout un qui est sorti en 2007, qui était vraiment intéressant, qui étudiait déjà en fait le fait d'aller plus loin que la data vise et parlait en fait de définir un peu les bases du data art. Donc ça, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Et il y avait aussi un autre papier très intéressant en 2010 où en fait les gens s'intéressaient à savoir est-ce que si je vous présente les mêmes données, les mêmes graphiques sous une forme fun, donc typiquement le monstre ici, ou celui-là qui est juste un bar chart bête et méchant, est-ce que en fait ça a un impact sur le fait de la compréhension et sur le fait qu'on puisse retenir l'information à long terme? Et donc il y avait des pour et des contre. Il se trouve que, alors les pour, c'est qu'on a un meilleur taux d'engagement et on a plus d'impact quand il y a un monstre. Les gens se rappelaient beaucoup mieux en fait du sujet. Le contre, par contre, c'était qu'ils avaient un peu du mal à donner, disons que penser que les sources soient crédibles ou que la visualisation soit vraiment un peu sérieuse. Parce que imaginez que voilà, j'ai ce monstre quand le président de la République présente les chiffres du chômage, ça ne fait pas sérieux. Mais d'un côté, peut-être que les gens s'en rappelleraient plus. Donc c'est aussi ce compromis en fait qui était très intéressant dans ce cadre-là. Mais sachant que nous on va parler de data art, en fait on n'est pas très, c'est pas grave qu'on ne soit pas fiable, puisque l'idée c'est qu'il y a quand même une vision de tous les cas artistique par-dessus. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Cool. Alors, ici, j'ai essayé de lister, entre guillemets, les skills qu'il faut avoir ou qu'on pourrait essayer de mettre en œuvre pour, enfin qu'il faut avoir, c'est difficile d'avoir tout, mais qu'on pourrait utiliser pour faire du data art. Et j'aimerais commencer avec 3 exemples, enfin 3 grands sujets aujourd'hui. Le premier, ça va être sur tout ce qui est l'art avec des réseaux, donc c'est ce qu'on voit ici avec des points, des lignes. Ensuite, ça va être avec tout ce qui est du machine learning et des GAN, etc. Et enfin avec des fractales. Donc j'essaie de vous teaser un peu. Et le premier exemple, du coup, ça sera sur le Montreux Jazz. Alors, je pense que vous connaissez quand même le Montreux Jazz Festival. C'est un des plus grands festivals de musique au monde, un des plus connus. Il n'est pas très grand en taille, mais par contre, il est très renommé. C'est là où il y a la fameuse chanson Smoke on the Water de Deep Purple qui a été faite, parce que leur hôtel avait brûlé. Donc, du coup, ils ont fait une chanson pendant le jazz. Et c'est super intéressant parce que à l'université où je travaillais avant, en fait, ils sont chargés de digitaliser 50 ans d'archives de ce Montreux Jazz. Donc il faut se rendre compte que c'est 2,7 pétabytes de données, ça fait à peu près 1 milliard de photos en HD. Et si pour vous donner un ordre d'idée, si on devait compter jusqu'à 1 milliard, sans s'arrêter nuit et jour, il faudrait 31 années. Sans dormir, sans manger. Donc c'est grand, ouais, il y a beaucoup de données. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs caméras, il y a le multipiste, et après il faut évidemment digitaliser tous les formats, enfin c'est assez conséquent. Et du coup, un des projets qu'ils nous avaient demandé de faire, c'était de savoir est-ce qu'on pouvait réexplorer en fait ce dataset pour en trouver des nouvelles informations. Et un des projets dans lesquels j'ai travaillé, c'était d'essayer de comprendre la similarité musicale entre artistes. Donc pour ça, on va essayer de extraire des chansons, des features, donc des descripteurs qui vont représenter la chanson. Par exemple, pour l'audio, ça va être les notes, le timbre, le rythme, la mélodie. Ça peut être aussi des marqueurs dits sociaux, donc le nombre de vues, le nombre de streams, par exemple sur Spotify, et des métadonnées, typiquement le genre, le mood ou des tags qu'on aurait associés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut extraire pour chaque chanson, sachant que les chansons du jazz, c'est pas les mêmes que les chansons qu'on trouve sur la version dans un album. Et elles ont été réinterprétées différemment, donc on est obligé de redévelopper un petit peu tout ça pour chaque chanson. Il y a à peu près 40 000 chansons dans le dataset. Et du coup, ce qu'on aimerait faire après, c'est de pouvoir visualiser cette similarité musicale entre artistes, et potentiellement après faire une autre œuvre artistique à partir de ça. Alors, on va essayer de faire un petit test tous ensemble, pour vous illustrer un point qui est assez crucial en fait quand on travaille dans la recommandation de contenu, notamment de musique. Il y a quelque chose qui est pas évident au début, c'est qu'on n'a pas tous le même goût. A priori, on n'aime pas tous la même musique. Mais du coup, c'est difficile de pouvoir recréer un algorithme et de connecter des chansons ensemble si elles sont similaires, si on n'arrive pas à définir qu'est-ce que c'est la similarité. Donc je voudrais vous faire un petit test
tous ensemble. Je vais vous passer 3 extraits du même air, et vous allez me dire si vous trouvez que c'est similaire ou pas. Ok? Et on l'a tous reconnu. Tchaïkovski, voilà, c'est ça. Casse-noisette. Deuxième extrait. Troisième extrait. Alors, question. Est-ce que c'est similaire? On va dire oui. Ok, alors c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde. Est-ce que c'est similaire au niveau du rythme? Oui. Au niveau de la mélodie? Mais ça dépend desquels, non? Parce que au niveau du rythme, entre le premier et le dernier, il y a pas vraiment, dans la version classique, il n'y a pas de rythme qu'on peut entendre, il n'y a pas un beat. Par contre, la mélodie entre la première et la deuxième chanson, elle est moins déformée. La version a cappella, beatbox, elle est plus proche de la seconde chanson, parce que là, il y a quand même un rythme, un salsa et l'autre plutôt moderne et hip-hop, on va dire. Et en fait, j'aime bien cet exemple, parce que ça montre exactement l'ambiguïté qu'il y a à définir la similarité. Oui, c'est similaire, mais comment? Et du coup, pour apprendre un goût moyen, on est obligé de demander en fait à des utilisateurs donc déjà d'apprendre leur goût, donc on peut étudier leur playlist. En gros, ce qu'on fait sur Spotify, hein, c'est la recommandation de Spotify, sauf que ce projet, c'était avant que Spotify fasse ces trucs-là. Et spécifique aux montres jazz, donc apprendre le goût des utilisateurs du jazz pour essayer de comprendre, ok, faire un compromis en fait entre, moi je préfère la musique. Il y a des gens par exemple qui m'ont dit qu'ils préféraient, si la voix c'est un chanteur et après une chanteuse, c'est pas similaire pour eux. Parce qu'il faut que ce soit le même genre, enfin le même sexe qui chante la chanson. Donc c'est assez difficile et ça dépend vraiment des gens. Donc on essaie de faire un goût moyen pour après personnaliser et apprendre à créer un réseau de chansons. Donc on les connectera ensemble avec ce goût moyen. Donc maintenant que j'ai fait cette petite introduction, je pense qu'on peut passer dans le cœur du sujet. Et non, c'est une blague. Ok, alors regardez bien l'animation. Voilà, c'est une des plus belles animations qui existent sur Keynote. L'idée, c'est que maintenant qu'on a compris en fait et qu'on a appris ce goût d'utilisateur, on va pouvoir essayer de clusterer les chansons, donc de créer ce réseau via la similarité. Donc là, on voit un petit algo qui va tourner. Chaque point est coloré en fonction d'un genre, mais pas d'un genre qu'on a défini nous en tant qu'humains, mais qu'un genre que la machine a trouvé, qui est en fait peut-être un mix par exemple, Sting, c'est très reggae, mais il y a des chansons rock, donc il va être à la fois dans le cluster rock et reggae, sans que nous, on puisse vraiment déterminer dans quel genre il est. Et on va retrouver au centre en jaune, d'abord le jazz, qui est le genre principal du Montreux Jazz Festival. À côté en bleu, le blues, et aussi très connecté au rock en orange. Et en fait, voilà, on va dézoomer, on va pouvoir isoler comme ça des clusters. On se rend compte que le jazz, il est vraiment assez bien segmenté, et que du coup, voilà, ça va être la matière de base en fait pour pouvoir travailler sur les visualisations derrière. Est-ce que c'est clair? Alors, une fois qu'on a ça, une des premières visualisations qu'on peut faire, c'est un stream graph. Donc ça, c'est une visualisation faite sur D3 qui va nous montrer en fait l'évolution des genres en fonction du temps. Parce qu'au début, les montres jazz, c'était que 3 jours et il n'y avait qu'une salle. Maintenant, c'est 15 jours et il y a 3 scènes. Donc il y a beaucoup plus d'artistes qui viennent. Donc on voit que l'épaisseur de la ligne, elle est proportionnelle au nombre de chansons de ce genre en fonction du temps. Et que ce qui est rigolo, c'est qu'on voit vraiment l'émergence, par exemple, du hip-hop. Il y a des trucs, on ne dirait pas, mais au Montreux Jazz, il y a du thrash metal. Voilà, quand on dit Montreux Jazz, en fait, c'est un festival, il y a tous les genres de musique. Hein. Et il y a du rap, il y a beaucoup de choses. Et ce qui est marrant, c'est que quand on étudie ça un peu plus près, on voit qu'il y a des revivals tous les 10 ans. On appelle du disco Kool and the Gang, ils reviennent faire un titre, etc. Et du coup, il y a toujours un petit pic qui revient dans les genres. Donc ça, c'est la première analyse qu'on a pu faire grâce à la compréhension de ces genres de musique. Ensuite, on a cette espèce de carte interactive que je vous invite à retrouver après sur mon site, où on peut jouer avec, en fait, chaque point est un artiste du jazz, et en cliquant sur un point, on va pouvoir du coup visualiser ces connexions, ces similarités musicales, en fait, et évidemment la localisation du point, c'est le pays de résidence ou d'origine, je ne sais plus exactement, je pense que c'est le pays d'origine en fait, de l'artiste.
Et voilà. Et l'épaisseur de la flèche, en fait, dépend de la force, de la similarité musicale. Alors cette carte, elle a été très utilisée par tout ce qu'on appelle l'ethnomusicologie, c'est-à-dire en fait d'étudier l'origine de la musique et savoir quel artiste a influencé quel autre artiste, par exemple. Donc par exemple B.B. King, qui est l'un des plus grands bluesmen de tous les temps, on voit qu'il est connecté à tous les autres bluesmen et que c'est lui qui a influencé du coup beaucoup de genres, enfin beaucoup de bluesmen après qui les a inspirés, et ça se retrouve après sur cette carte. Donc ok, maintenant là on a parlé vraiment, j'essaie de dérouler en fait toute l'histoire pour arriver progressivement entre la science, la data vise et après du coup potentiellement le data art. Et alors la première représentation plus artistique que j'avais faite de ça, ça ressemble à peu près à ça. C'est pas trop molle sur l'écran. Et donc là on retrouve exactement les mêmes artistes qu'on avait avant. Évidemment la visualisation elle est beaucoup plus abstraite. On a au centre en fait, les stars du festival, donc ça va être B.B. King, ça va être Santana, ça va être George Duke, qui en fait sont très connectés. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils font un concert, ils arrivent toujours avec un band, avec un line-up qui est différent. Donc ça va être tel guitariste cette année, et puis il revient l'année prochaine avec un autre batteur. Et en fait ce batteur lui-même jouait avec d'autres artistes avant. Et du coup tout le monde se connecte. Et dans cette visualisation, c'était le début pour moi en fait de cette disons, passion pour le data art, pour essayer de dire tiens, c'est intéressant en fait. J'arrivais dans les musées, c'est quelque chose qu'on présente comme ça. Je vais vous montrer un petit peu après. Et du coup, les gens arrivent là-dessus, et après, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est écrit à côté, on explique l'histoire, et du coup, potentiellement, c'est moins déroutant que d'arriver avec le truc de maths que j'avais montré avant, qui en fait est la technique pour créer le réseau. Donc cette expérience-là, ça c'était en 2013, et en fait, cette année, on est allé un petit peu plus loin avec cette expérience-là. Et si vous allez à l'EPFL à Lausanne, il y a une espèce de musée qui est assez grand, on a cette expérience qui est maintenant dans ce dôme interactif qui fait à peu près 6-7 mètres de diamètre. Et à l'intérieur, donc je vous juste un petit preview, ça c'est le graphe qui est revisité avec cette version en 2019. Et je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Alors il n'y aura pas de son, je suis désolé, parce que j'ai pas le droit. Mais en fait, les gens écoutent la musique au casque, et ça ressemble à ça. Les gens sont assis. Et donc on a une visualisation qui est complètement interactive. On a un contrôleur à la main, l'espèce de boule que vous avez vu avant, qui permet de regarder avec un effet fisheye sur le graphe. Et en cliquant sur un point, on va pouvoir zoomer dans l'artiste, regarder les concerts en fait, dans lesquels il a joué. On ne les voit pas parce que j'ai pas le droit de montrer les images. Et une fois qu'on a cliqué sur l'image, après on lance vraiment le concert. Donc c'est une façon en fait interactive de naviguer à travers ce dataset du Montreux Jazz. Donc voilà, ça c'était un exemple avec les réseaux pour illustrer le concept de data art, de passer de la data jusqu'à la représentation artistique. Et en fait, hier, je voulais passer, je me suis dit en préparant les slides, en corrigeant des trucs, je me suis dit, ça serait bien de passer directement à autre chose. Mais aujourd'hui, il y a un grand événement, que vous ne savez pas peut-être, c'est la sortie du dernier trailer de Star Wars. Alors, je vous vois venir, je ne donnerai pas mon avis sur la dernière trilogie. Par contre, pour les fans, Star Wars, c'est un sujet intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on a utilisé Star Wars pour essayer de comprendre des choses et après les appliquer à notre propre histoire. Pourquoi? Parce que l'univers de Star Wars, l'univers étendu, donc c'est-à-dire les livres, les films, les jeux vidéo, 850 livres écrits sur Star Wars, 850. Donc il y a quand même de la matière. Et il y a même tellement de matière qu'il y a un Wikipédia dédié à Star Wars qui s'appelle le Wikipédia, où il y a environ 150 000 pages maintenant. Donc c'est des gens qui ont rentré 150 000 pages à la main sur l'univers de Star Wars. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment finalement la même dynamique que notre propre histoire. Dans Star Wars, il y a des rois, il y a des empereurs, ils sont assassinés, il y a des gentils, il y a des méchants, un peu comme chez nous, quoi. Et du coup, l'intérêt, c'est qu'en étudiant et en développant des algorithmes sur Star Wars, on peut après les appliquer pour notre propre histoire. Le problème, pourquoi ne pas directement les utiliser sur notre propre histoire? Le problème qu'on a, c'est que les manuscrits sont souvent en latin ou en grec, donc quand les choses sont assez historiques, et le problème, c'est que c'est déjà très très compliqué de les digitaliser. Je vous explique comment ils font, c'est assez simple. On va sur Amazon Mechanical Turk, on va demander à 100 personnes qui sont souvent dans des pays d'Asie de faire de la transcription du manuscrit en latin. Et vous dites, mais ils ne parlent pas latin. Et non. Donc en fait, ils font du mieux qu'ils peuvent en prenant chaque caractère, prenant un alphabet QWERTY, essaient de transcrire les lettres. Et après, on fait la moyenne des 100 gars qui ont répondu pour tel manuscrit, et on a digitalisé notre manuscrit. Évidemment, après, une fois qu'on l'a digitalisé, on ne sait toujours pas ce qu'il veut dire, mais on l'a digitalisé.
Donc c'est un peu compliqué en fait. Il y a beaucoup de pré-processing, on va dire, en termes de, pour aller plus techniquement, pour arriver à avoir ces données-là. Donc du coup, c'est plus facile de travailler sur un dataset directement en anglais et en plus avec des images. Donc l'idée, pour aller plus vite, c'est de juste regarder la biographie de chaque personnage et de trouver dans la biographie en fait d'autres mentions de d'autres personnages de Star Wars, ce qui sont ici entourés en rouge. Et du coup, on peut créer après un réseau des personnages. Et la première chose qui était intéressante avec ça, c'est que en analysant les données, on a vu que les humains comptaient pour 78% des personnages, ce qui tranche avec l'univers de Star Wars. Quand on y pense, il y a beaucoup d'aliens, et les humains, on a l'impression que c'est une petite minorité en fait dans la galaxie. En fait, non. Et alors, mon interprétation, c'est que quand on lit un livre, si le personnage est humain, c'est plus facile pour nous de s'identifier et du coup d'acheter le livre que si c'est quelqu'un qui a 5 œils, 3 bras, etc. Donc ça, c'est mon avis. Et ça, c'était un premier truc qui contrastait entre les données et l'image qu'on aurait de Star Wars. Donc, quelque chose qu'on a utilisé après, une fois qu'on avait ce dataset, le problème, c'est que comme c'est des pages de Wikipédia, il manque des infos. On n'a pas tout sur tout le monde. Donc on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser un peu de machine learning aussi pour compléter les infos manquantes? Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ici. On a en noir les infos qui sont manquantes, qui sont en fait l'époque dans laquelle vit le personnage. Il y a à peu près 7 époques dans Star Wars, 37 000 ans d'histoire pour les fans. Et une fois qu'on aura tourné donc l'algorithme, il va essayer de prendre les infos des voisins qui sont connectés parce qu'ils sont probablement contemporains en fait du personnage, et on va compléter les infos jusqu'à temps que ça n'a pas marché, pardon. Et non. Et en fait, après, les points noirs se transforment en de couleur. Pardon, je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Mais du coup, ça pas grave parce que ça m'amène en fait à la suite, qui est plus intéressante pour moi. C'est la représentation dite artistique de ce dataset. Et ce que j'aime bien en fait avec ça, c'est que, c'était la première fois qu'on voyait en fait l'étendue de l'univers de Star Wars. Ça, c'était en 2015, ça avait assez bien marché. Et on a en bleu les gentils, en rouge le côté obscur, donc l'Empire, etc. Et en jaune, les criminels. Et on se trouve que les criminels, ils comptent pour 32% des personnages de Star Wars. Et donc en fait, au centre, on voit pas très bien ici, mais ici on a Luke, là on a Dark Vador, l'Empereur, Leia. C'est vraiment en fait tous les personnages principaux qu'on connaît dans les films. J'essaie de les placer au centre pour qu'on ait un attrait à les voir et du coup à essayer de les chercher. Et on voit quand même que c'est assez grand et que l'univers est assez complexe. Et ça se trouve que quelque chose que j'aime bien dans cet univers des réseaux, en fait, c'est qu'on puisse montrer la complexité. Mais c'est quelque chose que quand on y pense, on travaille beaucoup avec des données, on a du big data. Si j'ai 1 million, 3 millions, 10 millions de lignes dans ma base, en fait, on n'a pas d'idée, aucun cerveau humain peut se représenter cette complexité. Et c'est quelque chose que j'aime bien avec le data art, justement, c'est d'essayer juste de montrer aux gens, surtout ceux qui ne sont pas dans le métier, à quel point l'univers qui nous entoure peut être complexe. Donc ça, c'était un des exemples. Est-ce que c'était clair? Alors maintenant, je voudrais vous parler d'un autre cas de data art qui a trait au machine learning. Est-ce qu'il y a des gens qui font du machine learning ici? Un petit peu, ok. Alors, autre domaine, data art et un autre domaine. Est-ce que vous connaissez l'application Prisma? L'idée de Prisma, c'est de dire, en fait, on a une image, donc ici c'est mes chats, et un chat de mes parents plutôt. Et en fait, on a une image de style, typiquement un artiste qu'on aime bien, un peintre, et on va essayer de créer une image, donc de faire deviner à la machine, de synthétiser une nouvelle image qui va prendre à la fois l'image de base, le contenu, et en la redessinant avec le style de l'artiste qu'on veut. Et ça a été popularisé. Le premier truc, c'était sur Deep Dream de Google. Maintenant, il y a une app qui s'appelle Prisma, et c'est quelque chose qu'on a aussi pas mal exploré aussi à l'atelier où je travaille, chez Equino. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de data. Alors on peut imaginer, ok, oui, la data c'est l'image et le style c'est de la data. Mais ce n'est pas ce que j'appelle moi du data art. Ce qui est intéressant, c'est de faire imaginer le tableau de Star Wars ou un autre, donc qui est une image qui est faite à partir de la donnée, et maintenant de l'appliquer sur une image, par exemple une personne. C'est une expérience qu'on a faite à Vivatech, je ne sais pas si vous étiez à Vivatech cette année, où en fait les gens, on avait une espèce de photo booth où les gens se prenaient en photo comme ça, ils appuyaient sur l'image, et d'un coup, ils avaient la tête stylisée, Picasso, etc., donc des peintres connus, ou alors une œuvre qui a été faite spécialement pour Vivatech, par exemple, et du coup, on se redessinait avec le style de la conf. Donc c'est pas mal en termes de branding aussi. Et du coup, j'ai pu inventer un nouveau mot, parce qu'il faut faire du marketing, avec
Neuro Data Style, ça fait un peu genre. Mais NeuroStyle, ça existe en fait. C'est le fait de styliser les images avec des réseaux de neurones. Et comme j'ai mis un peu de data au milieu, voilà. Donc ça, c'était un exemple qui est assez sympa, où là, maintenant, la data, en fait, elle est incrustée dans l'image. Alors peut-être un autre exemple ici. Ça, c'est 3 datasets différents. Celui qui est en rose à droite, c'est un dataset de Wikipédia. Donc en fait, c'est les visites sur Wikipédia. Au milieu, c'est un dataset de Twitter autour d'un hashtag. Et à gauche, c'est des connexions sur LinkedIn. Donc à chaque fois, c'est des projets, je pourrais en parler pendant des heures, on n'a pas le temps, mais c'est l'idée de dire, on a fait l'image et maintenant on l'utilise et on va styliser. Et il se trouve qu'ici, c'est une photo de Pluton, de la NASA, et du coup, voilà, créer ce peut-être de triptyque où on mélange de la data, et là, c'est quelque chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça devient de plus en plus artistique et moins en visualisation de données. C'est ça le concept du data art. Bon, ça, c'est un exemple. Et j'ai encore un autre exemple qui est maintenant un peu différent, mais qui est aussi lié au machine learning, qui est avec les GAN. Alors, je pense que vous avez entendu parler de ça. Vous avez parlé, les deepfakes, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Voilà, ok. Bon. Donc en gros, les GAN, c'est quoi? C'est un réseau de neurones qui permet aussi, si on l'entraîne sur des millions d'images, de synthétiser, enfin d'images de n'importe quoi en fait, de synthétiser des nouvelles images et du coup de faire des modifications. Évidemment, ça pose des questions quand on met la tête d'un politicien et qu'on peut en plus synthétiser sa voix et lui faire dire n'importe quoi avec sa bouche. Voilà, il y a des questions. Maintenant, ce qui est rigolo, on peut aussi l'utiliser pour d'autres choses, par exemple pour les jeux vidéo, pour créer des avatars, pour aussi faire des dialogues automatiques pour les PNJ, donc pour les bonhommes qui ne parlent pas dans les jeux, pour créer des dialogues et faire personnaliser vraiment les jeux avec son visage ou un visage de quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est mon collègue Dimitri qui travaille avec moi. Et ce qui est marrant, donc voilà, il s'est vieilli, rajeuni. En fait, il ressemble à aucune des 4 images. Hein, en fait, il n'est pas exactement comme ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, on peut faire du coup des expériences assez rigolotes. Par exemple, tiens, si je faisais la tête de mon enfant, si c'était entre moi et Charlize Theron, mais qu'il avait 40 ans ou 30 ans. Et du coup, voilà, on a synthétisé l'image du milieu, donc qui est assez photoréaliste. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais encore une fois, l'image, elle n'existe pas. Elle a été créée de toutes pièces par une intelligence artificielle. Alors hier soir, j'ai commencé à explorer, on travaille sur d'autres choses, je me dit tiens, est-ce que pour moi, je ne pourrais pas essayer de me refaire? Alors voilà, je pense qu'il faut que je me mette comme ça. J'ai essayé de... Ce qui est intéressant ici, c'est que là, on passe maintenant du domaine... On était dans le photoréalisme, et maintenant, on essaie de passer vers quelque chose qui est dessiné. Donc là, qui est vraiment... je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Paris, à Montmartre, vous savez, il y a des gens qui vous refont ces trucs très touristiques. Bah, je pense qu'ils ont du souci à se faire, parce que c'est quand même pas trop... Enfin, je sais pas, moi, je trouve que c'est assez réaliste, et c'est juste, finalement, avec une machine. Et ce qui est assez rigolo avec ça, c'est qu'on peut aussi, après, animer, en fait, l'avatar. Et après, on a un effet que je trouve... je sais pas ce que vous en pensez. Un peu stressant peut-être, mais qui est voilà, quelque chose qui prend vie et je trouve que c'est intéressant à explorer artistiquement. Bon, là c'est quelque chose où on est vraiment focusé vraiment que sur les visages, les portraits, mais on peut synthétiser plein d'autres trucs. Par exemple, je vous propose 2 créations. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est le même réseau de neurones qui a fait les deux, en fait. Et qu'on peut à la fois passer de quelque chose qui est plus expérimental, on va dire, avec 40 ingrédients différents. Donc il y a un peu de celui de gauche, il y a un peu de chat, un peu de rat, un peu d'araignée, un peu de hibou. Voilà, chacun voit ce qu'il a envie de voir. Moi, je trouve ça artistique. Les gens, j'ai mis ça sur Instagram, ils n'ont pas, je sais pas, ils ont pas trop aimé, ils ont eu un peu peur. Je sais pas pourquoi. Et alors qu'à droite, c'est Biff, c'est un petit chien. Alors en fait, si vous regardez bien, c'est pas vraiment un chien. C'est un mix entre un chien et un bison, surtout, et une boule de bowling. Vous savez, il est très rond. Il n'a pas de pattes non plus. On voit des pattes, mais en fait, on voit pas le bout de ses pattes parce qu'il n'y en a pas. Et encore une fois, c'est 40 ingrédients différents en fait pour créer ces images. Donc voilà, c'est pour explorer. Donc ça, c'est de la data. Alors oui, c'est des images. Et alors, pour aller encore un petit peu plus loin, je voudrais vous proposer une expérience expérimentale. Donc, c'est normal si c'est pas très beau. L'idée, c'est en fait, on a pris les chansons, les paroles d'une chanson, et on s'est dit, tiens, ça serait intéressant de voir qu'est-ce que la machine pourrait générer automatiquement à partir des paroles. Alors évidemment, le réseau de neurones ici, il est vraiment entraîné sur des images d'objets et d'animaux. Donc, on s'est dit, tiens, quelle chanson pourrait parler d'animaux? Alors, je vais pas vous spoiler parce qu'elle est incroyable cette chanson, c'est ma chanson préférée. Et en fait, techniquement, c'était assez difficile parce qu'on a trouvé on a pris un modèle de Google qui comprend 16 langues différentes. Et en fait, on ne s'intéresse pas au mot spécifiquement, mais au concept qui est derrière le mot. Par exemple, si je dis un chien ou dog en anglais, c'est le même concept, peu importe la langue.
Et donc, on a essayé de mapper ce qu'on a pu des paroles, on a fait en français, en anglais, en espagnol, et après essayer de générer, du coup, donc, avec ces concepts, les mapper à des classes du réseau de neurones pour pouvoir générer après des animaux, etc. Donc, sans plus attendre, je vous laisse écouter ce grand titre, grand moment musical. Voilà, déjà, c'est l'image de base, et normalement, ça devrait commencer à partir. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? Bon. Il y a un grand moment de musique. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de chansons où en fait, les gens parlent d'animaux. Hein, on se demande pourquoi. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de bugs, c'est pas parfait. Notamment parce que nous, en fait, quand on parle de chiens, on a 40 sous-classes de chiens différents. Un labrador, je sais pas quoi, un autre chien. Je suis pas un pro des chiens. Un caniche, voilà. Et quand il dit dog, en fait, on n'a pas de mapping direct. Donc quand il parle d'animaux, un dog, un fox, etc. Moi, j'ai fox des neiges, fox du salon, mais j'ai pas les deux. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Et à un moment, quand on parlait de fish, en fait, on a vu un bowlfish, donc qui est un bol, en fait, pas un fish. Bon, ça c'est pour les détails techniques. Mais voilà, je vous laisse juger de la pertinence de ce projet. Alors, comme on est artistique, quand c'est artiste, on peut cacher tout derrière n'importe quoi. Donc c'est de l'art. Et mais bon, non mais c'est intéressant. Techniquement, c'est assez challenging et on aimerait bien d'aller plus loin parce que moi, ce que j'aimerais bien faire, par exemple, c'est de demander à un YouTuber de faire une chanson et de transcrire la voix directement en texte et après de le faire passer du coup dessus et en temps réel générer des scènes, etc. Ça serait assez rigolo à mon avis comme expérience. Donc voilà, ça c'était ma dernière slide sur le AI art. Mais maintenant, je vais vous parler pour finir des fractales. Est-ce que ici, il y a des gens qui sont familiers avec les fractales? Beaucoup plus de monde. Cool. Alors, les fractales, c'est pas de la data en soi, c'est des maths. Et j'ai essayé de trouver une définition qui était assez large de Mandelbrot, qui est le plus connu, en fait, celui qui a un peu développé les fractales. On va dire que c'est une forme qui se répète quelle que soit l'échelle. Que ce soit dans l'infiniment petit ou dans le grand, on retrouve plus ou moins la même forme. Et ça a commencé, c'est assez vieux, les fractales, c'est le milieu des années 80, et on en trouve vraiment partout dans la nature. Même on ne pense pas, mais le rythme cardiaque, en fait, quand on regarde un ECG, en fait, on a une forme qui se répète et qui est, quelle que soit la taille, si on regarde de très loin ou de très près, on a toujours un peu la même forme. On a dans le chou romanesco, j'ai appris ce que c'était, c'est le truc vert là, qui se répète aussi à l'intérieur. Donc on en trouve vraiment un peu partout. Maintenant, comment on peut aller plus loin? Donc, ça, c'est un exemple, en fait, une fonction, donc une fractale, qui est un peu bizarre parce qu'on retrouve des formes, mais à un moment, elle est cassée. Là, il y a tout à gauche, c'est quelque chose qui est assez rectangulaire, alors qu'à droite, c'est rond. C'est fait exprès, évidemment. Mais quand même, on retrouve à l'intérieur, quand on zoome dedans, qu'il y a un peu toujours les mêmes fonctions. Et quelque chose moi, que je ne connaissais pas vraiment avant, c'est qu'on peut aussi faire des fractales en 3D. Ça peut ressembler à ça. Donc moi, de loin, enfin, on peut se dire, tiens, tu as pris une photo d'une grotte. En fait, non. Si on regarde assez bien, on voit que c'est assez angulaire, ici ou là. Et du coup, là, on voit que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément trop droit, en fait, pour être directement trouvé comme ça dans la nature. Et ce qui est marrant, du coup, ça, c'est des maths. Comment maintenant intégrer de la data dedans? Ça, c'est une question, parce que si je mets les formules de maths, c'est pas de la data, et maintenant, je voudrais arriver à finalement paramétrer ces formules en fonction de quelque chose. Et que ça veut dire que c'est encore un sens. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire dans la prochaine vidéo, donc c'est une animation. Et comme vous allez le voir, en fait, c'est une vidéo qui a été créée, entre guillemets, à partir des données de la NASA, encore une fois, qui sont sur l'augmentation du niveau des océans. Donc on sait que depuis 1993, on a toutes les données vraiment assez propres, et on veut voir le niveau de la mer, en gros en millilitres, de combien il augmente chaque année avec la fonte des glaces. Et donc cette courbe en fait, d'augmentation du niveau de la mer va paramétrer la fractale et va la faire bouger en fonction du temps. Donc je vous laisse découvrir la vidéo.
qui est marrant dans cette vidéo, enfin c'est marrant, c'est que même la caméra, en fait, il y a un mouvement de caméra, on voit qu'on zoome dedans et qu'on revient. Cette caméra, elle est aussi paramétrée par le mouvement de la marée, en fait, à Bordeaux, le 7 septembre 2018, et, pour être précis. Et en fait, du coup, là, plus l'augmentation, donc plus l'océan augmente en taille, plus on zoomait dans la forme au milieu, et plus ça devient rose. Ça aussi, ça évoque que ça se réchauffe et qu'on va tous mourir bientôt. C'est ça l'idée. Maintenant, la question que je voudrais vous poser, c'est ici, on n'arrive pas du tout à se rendre compte de ce que c'est la data. Si je ne vous l'avais pas expliqué, en fait, j'aurais pu raconter n'importe quoi. Mais par contre, moi, le feedback que j'ai eu par rapport à ça, c'est que ça arrive à potentiellement le message passe mieux. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce qui est important, c'est pas les data vraiment, c'est le fait que les océans augmentent et que les glaciers fondent, et que ça revient en fait au papier que je vous avais présenté tout à l'heure en début. Est-ce que finalement, c'est pas plus important le message qu'il y a derrière que la réalisation technique? Donc évidemment, ça c'est fait, c'est de la programmation, c'est des logiciels, etc. Mais en termes de portée artistique, est-ce que ça marquerait peut-être plus ça, la fractale, que la visualisation de données type DataVis avec les points et les lignes? Ça c'est une question que je vous pose peut-être pour après. Et moi, le feedback que j'ai eu, c'est que finalement, les gens retenaient plus ce type d'animation. Ce qui, du coup, me pousserait à aller explorer quelque chose qui est un peu moins terre à terre avec les données et quelque chose qui évoque plus les données sans pour autant tricher et faire n'importe quoi. Ça, c'est un peu ma caution scientifique, on va dire. Et ce que je vous ai montré là, c'est beaucoup d'animation, mais en fait, on peut aller aussi dans quelque chose qui est physique. Donc, par exemple, ici, où là, en fait, c'est des prints. Pardon. Et du coup, là, c'est intéressant comme matériau. Ça s'appelle du Chromalux. En fait, c'est de l'aluminium qui est sublimé, donc qui est chauffé avec 7 couches de vernis à chaud, à peu près 300 degrés. Ça coûte une fortune, mais par contre, c'est très très beau parce qu'il y a le meilleur contraste en fait, entre le noir et la couleur. Donc ça, c'est quelque chose qui est imprimé et qui, vraiment, quand on regarde, c'est presque comme si c'était rétro-éclairé. Et du coup, là, on sort du côté vraiment art digital et on rentre dans l'expérience muséale. Le fait de pouvoir présenter ça, c'est quelque chose que nous, on utilise beaucoup chez Equino pour les clients. En gros, de dire, voilà, on voudrait présenter ça dans nos bureaux, on voudrait montrer à nos clients à quel point on aime bien leurs données, on travaille dessus, et voici une représentation artistique de leurs données. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise plutôt aussi du côté business. Et donc ça, c'est une autre encore d'autres images de représentation. Ce que vous voyez à gauche, c'est du plexiglas qui est rétroéclairé, assez grand. Et ça qui est aussi qui était en collaboration avec des biologistes en fait. Et ça, alors on peut imaginer que ça ressemblerait peut-être à une fleur, sans vous influencer bien sûr. Et du coup, en fait, chaque point est une espèce de végétal qu'on trouve dans les Alpes suisses. Donc l'idée, c'est que la forme représentait un peu le contenu dans ce cas-là. Après, il y a plein d'autres choses, ça peut être projeté, mais l'idée c'est de faire sortir le data art de sa sphère digitale et d'aller même dans quelque chose qui est physique, avec des impressions 3D, avec des expériences sonores, de la peinture, enfin, on peut aller assez loin. Le concept c'est toujours de dire comment on transforme la donnée, le dataset, en quelque chose qui est plus tangible et qui potentiellement donne de l'émotion. Voilà. Je voudrais finir par une petite citation de Georges Braque, je ne sais pas si vous connaissez, qui était à l'origine du fauvisme au début, en même temps que Picasso, qui dit: l'art trouble, la science rassure. Merci beaucoup.